Alors, bonsoir et bienvenue à cette session extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Je me prendrai à ce moment-ci une proposition pour faire l'ouverture de la séance. Je propose. Proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Desbiens d'en faire la lecture. Oui. On va prendre un petit peu le micro, là. On n'a pas réajusté nos micros là, après COVID. Là. C'est justement à faire. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les sujets à l'ordre du jour. Donc, à 3.1, assemblée publique de consultation pour la présentation des règlements d'urbanisme numéro 22-396 et 22-397. Par la suite, à 3.2, adoption du deuxième projet de règlement 22-396 modifiant le règlement de zonage 19-353 relativement aux résidences de touristes, aux cantines mobiles et autres objets. À 3.3, adoption du deuxième projet de règlement 22-397 modifiant le règlement sur les permis et certificats 19-356 relativement à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une résidence de touristes. Au point 4, période de questions. Point 5, fermeture de la séance. Peut-être amener une petite précision là, au niveau de la période de questions. Là, on risque de pas mal la faire après le point 3.1 là, qui va être après la présentation là, de l'ensemble des modifications des règlements d'urbanisme. Et après ça, là, on va faire là, les adoptions de deuxième projet de règlement par la suite, si le Conseil le désire. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, assemblée publique de consultation pour la présentation des règlements d'urbanisme 22-396 et 22-397. Je vais quand même prendre quelques instants pour adresser quelques mots. Donc, comme on sait, dans notre municipalité, comme dans plusieurs autres municipalités au Québec, la croissance de l'offre en résidence de tourisme aggrave la pénurie de logements locatifs et crée une surenchère sur le prix des maisons, sans compter la détérioration sur la qualité de vie et la pérennité du cœur de nos villages. Mais au-delà de tout ça, naturellement, il est important à nos yeux de préserver la qualité de vie de nos citoyens, mais aussi de s'assurer de préserver les services nécessaires à la population. Quand on parle de CLSC, bureau de médecin, bureau de dentiste, bureau de poste, bibliothèque, école, camp de jour, centre communautaire, transport adapté et collectif, maison des jeunes, garderie, sont les principaux services qu'il faut préserver pour assurer une qualité de vie, un dynamisme et un sentiment d'appartenance dans notre municipalité. Oui, nous sommes une destination touristique, ça va de soi. Mais nous souhaitons aussi que notre milieu, notre territoire et où les secteurs soient habités par des résidents permanents. Et pour ce faire, il faut avoir une vision à long terme et mettre en place une base solide pour les générations futures. Donc, ce soir, l'Assemblée publique de consultation se veut une étape dans la mise en place de la réglementation en urbanisme. Et concernant les règlements qu'on a nommés tout à l'heure, le 22-396 et le 22-397, qui vous seront présentés par Mme Julie Simard, qui est consultante en urbanisme. Donc, je vais passer la parole à Mme Simard pour le point 3.1. Merci beaucoup. Donc, j'ai un PowerPoint pour m'accompagner là, dans l'explication du premier projet pour le zonage et ensuite, à la fin, le projet de modification du permis et certificat. Donc, en ce qui concerne le règlement d'amendement numéro 22-396 modifiant le règlement de zonage relativement à l'encadrement des résidences de touristes à l'usage agricole dans la zone V29 et autres objets. C'est le titre de notre règlement d'amendement. L'objectif, la présente séance de consultation publique a pour objectif d'expliquer les projets de règlement et les conséquences de leur adoption ou de leur entrée en vigueur et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Les principaux objets de l'amendement au règlement de zonage concernent les modifications relatives aux résidences de tourisme, aux cantines mobiles, à l'usage agricole dans la zone V29. Donc, je débute avec le premier sujet, qui est la modification relative aux résidences de tourisme.
Alors, dans notre réglementation actuelle, toute résidence de tourisme est considérée comme un usage complémentaire à l'habitation sans distinction. Avec la modification à la loi sur l'hébergement touristique, on vient établir une distinction entre établissement de résidence principale, qui est complémentaire à l'habitation, et établissement d'hébergement touristique, qui constitue un usage commercial d'hébergement et dont fait partie les résidences de tourisme. Alors, l'amendement 22-396 permet de se conformer à la loi sur l'hébergement touristique, notamment en exigeant l'enregistrement de l'usage en bonne et due forme auprès du gouvernement selon la forme effectivement exercée, soit établissement de résidence principale ou établissement d'hébergement touristique, et en régissant l'usage des résidences de tourisme sur le territoire comme usage commercial. Ainsi, il n'y a pas de différence notable par rapport à la réglementation actuelle pour les établissements de résidence principale. Celles-ci peuvent continuer d'exister partout sur le territoire. Alors, conformément à la loi sur l'hébergement touristique, l'établissement de résidence principale est un usage où de l'hébergement est offert au sein de la résidence principale de l'exploitant. Alors, c'est quoi une résidence principale de l'exploitant? S'entend de la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Ça, c'est la définition dans la loi et c'est celle qu'on reporte dans notre règlement de zonage. Pour ce qui concerne la résidence de tourisme, il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique, autre qu'un établissement de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet, meublé, incluant un service d'autocuisine. La résidence de tourisme doit être considérée comme un usage principal d'hébergement touristique appartenant à la classe d'usage RC, récréation et hébergement touristique. L'amendement 22-396 prévoit les dispositions particulières suivantes relativement aux résidences de tourisme. Donc, l'usage de résidences de tourisme est autorisé dans toutes les zones où l'usage RC, récréation et hébergement touristique, est déjà permis à la grille des spécifications du règlement de zonage, sauf dans certaines zones. Alors maintenant, je vais vous expliquer les endroits où l'usage RC est autorisé. Alors, on a les zones où la classe d'usage RC est autorisée à la grille, incluant les résidences de tourisme. Ce sont les zones récréatives, récréotouristiques, agroforestières, forestières, ainsi que la zone V24. Donc, je vais vous montrer, avant de montrer les choses, on a dans les zones d'affectation CH, commerce et habitation, ainsi que dans la zone P01, l'usage l'usage RC est également autorisé. Toutefois, avec l'amendement, il devient spécifiquement interdit d'exercer tout nouvel usage de résidence de tourisme dans ces zones. Dans les zones d'affectation I, industrielle, agricole, CA, conservation environnementale, habitation, ainsi que dans la zone P02, l'usage RC n'est déjà pas autorisé à la grille. Alors, maintenant, on va montrer le périmètre urbain, la carte de zonage pour le périmètre urbain. Non, pas celle-là. Mon droit. Oui, c'est celle-là, puis l'autre aussi après. Sinon, j'ai mes cartes papier. OK. Bon, on est encore mieux avec le papier. OK. Donc là, vous avez une section du village. Vous voyez la route 170 qui passe ici. Et ensuite, on a toute la route du village. Et on a une deuxième section de carte qui va jusqu'au Saguenay, jusqu'à l'autre section de carte. Voilà, ça c'est l'autre section de carte qui s'en va
OK? Donc, ça représente, là, ce que vous voyez en rose, les secteurs H, c'est habitation. Les secteurs CH, c'est commerce et habitation le long de la rue principale. Comment est-ce que ça s'appelle, cette rue-là? Saint-Jean-Baptiste. La rue Saint-Jean-Baptiste. On a en mauve plus foncé la zone où est l'église, actuellement, en bas du H18, voilà. Bon. Et autour, vous avez AF qui est de l'agroforestier et vous avez de l'agricole. Et le CA, c'est conservation environnementale, ce sont les parcs. Après ça, même plus haut, on a les parcs de la CEPAC, là, les limites de la CEPAC. Donc, actuellement, à la grille de zonage, l'usage récréation et tourisme, hébergement et récréo-touristique et hébergement, n'est pas autorisé dans les zones H, dans les zones d'habitation. Alors, la résidence de tourisme, de toute façon, elle ne l'était déjà pas autorisée dans sa forme commerciale. Ensuite, dans les zones CH, elle était autorisée et l'amendement va faire en sorte que dorénavant, la résidence de tourisme usage commercial ne sera plus autorisée dans les usages CH. On a ensuite, tandis que je la vois, la zone H20 qui est une exception où on va autoriser la résidence de tourisme comme usage commercial, mais uniquement dans les habitations bifamiliales et il faudra qu'il y ait au moins un des deux logements qui soit utilisé comme résidence de tourisme seulement. Autrement dit, dans les bifamiliales dans la zone H20, on ne pourra pas avoir d'usage de résidence de tourisme pour l'ensemble de la résidence bifamiliale. Dans les zones agroforestières, AF, que vous voyez ici, et on peut changer de carte aussi, puis aller voir celle-là, exactement. On a du AF. Est-ce qu'on a des zones agricoles? Oui. Ce qui est en rouge, ce sont des zones agricoles. C'est des îlots déstructurés, mais ça demeure en zone agricole. L'usage RC, hébergement récréo-touristique, n'était déjà pas autorisé. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ensuite, on a, si on peut regarder peut-être sur le territoire, la petite zone bleue là-bas, c'est de l'îlot c'est de l'agricole aussi, de l'îlot déstructuré. Puis A51 à 49, c'est de l'agricole. Puis sur l'ensemble du territoire, si on regarde l'ensemble du territoire, donc, l'ensemble du territoire, on a les zones F, où l'usage RC était déjà autorisé à la grille, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On voit aussi d'autres zones AF, où l'usage RC était autorisé, il n'y a pas de changement. On autorise toujours le RC, y inclut les résidences de tourisme. Et ensuite, on peut aller voir au niveau du secteur du Mont-Édouard. Donc, dans le secteur du Mont-Édouard, on a des zones qui sont agricoles, à 12, autour du lac Simon. On a les zones récréatives, tantôt j'en ai parlé, où l'usage RC, hébergement récréo-touristique, était déjà autorisé. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ensuite, dans les zones villégiatures, j'en ai pas parlé, c'était une autre acétate, mais c'est pas grave, je vais en parler vu qu'on a les cartes. Donc, au niveau des zones villégiatures, dans la grille de zonage, actuellement, les usages RC ne sont pas autorisés. Il faut savoir que l'usage hébergement récréo-touristique, ça inclut les hôtels, ça inclut des auberges, ça inclut l'ensemble de l'hébergement récréo-touristique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour les zones villégiatures? C'est qu'on est allé autoriser spécifiquement la résidence de tourisme en exclusion de tout autre usage de cette classe-là. Donc, on comprend que dans les zones de villégiature, sauf dans la zone V24, qui est ici, où on a déjà des hôtels, on a déjà des auberges, etc. Alors là, dans la zone V24, il y avait déjà le récréo-touristique d'autoriser, le RC est autorisé, et à ce moment-là, la résidence de tourisme est autorisée. Donc, on va revenir au PowerPoint, tout en gardant le zonage, les cartes de zonage pas loin, si jamais il y a des questions tout à l'heure là-dessus. Donc, je pense que je vais faire un petit récapitulatif sur la CETAC précédente, juste pour le résumer. Okay? Les zones où la classe RC est autorisée à la grille sont celles d'affectation récréative, comme on a vu tantôt, on en a une dans le secteur du Mont-Édouard,
Récréo-touristique, ça, c'est le Mont-Édouard, puis autour du Mont-Édouard, la station de ski. Agroforestière, on a vu que c'était tout en arrière du périmètre urbain. Forestière, ainsi que la zone V24. Donc, la RC était déjà autorisée à la grille. La résidence de tourisme est autorisée parce qu'elle fait partie de la RC. Dans les zones d'affectation CH, commerce et habitation, ça, c'est dans le village. Dans ces zones-là, on a déjà le RC qui est autorisé, mais c'est plus pour l'hôtel, motel, etc., auberge. Alors, on va spécifiquement interdire la résidence de tourisme pour les nouvelles résidences de tourisme. Ensuite, dans les zones d'affectation industrielle, agricole, conservation environnementale, ça c'est le parc de la CEPAC, les zones habitation et la zone P02, alors l'usage RC n'était déjà pas autorisé à la grille, donc ça demeure pareil, l'usage récréo-touristique n'étant pas autorisé, la résidence de tourisme ne le sera pas non plus. Par contre, dans certaines zones où l'usage RC n'est actuellement pas permis dans la grille, l'usage de résidence de tourisme va être spécifiquement autorisé à l'exclusion de tout autre usage. Et là, on parle de l'usage dans les zones de villégiature que je vous ai montré tout à l'heure. La résidence de tourisme va être spécifiquement autorisée. Et la zone H20, où l'usage pourra être exercé de résidence de tourisme, mais uniquement dans l'habitation bifamiliale et à la condition qu'un seul des deux logements soit utilisé comme résidence de tourisme. Les autres conditions applicables sont généralement les mêmes que dans le règlement actuel. Ne pas être aménagé dans un bâtiment distinct du bâtiment principal, dans le garage ou dans la remise ou un autre bâtiment là, qui est séparé du bâtiment principal, ça n'est pas autorisé et ça nous vient d'une règle de la MRC. Alors, on doit la respecter. La règle de sécurité générale, sécurité incendie, installation septique conforme et l'enregistrement tel que prévu à la loi et au règlement afférent. Donc, très important d'être enregistré. À ces normes s'ajoute, en vertu des modifications qu'il y a eu à la loi sur l'hébergement récréotouristique, l'obligation de mettre à jour auprès du gouvernement les renseignements et documents concernant son établissement et l'obligation de demander son renouvellement d'enregistrement à chaque année, conformément à la loi sur l'hébergement touristique. Pour ce qui concerne les résidences de tourisme qui existaient avant l'entrée en vigueur, parce que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça touche les nouvelles, toutes nouvelles résidences de tourisme. Celles qui existaient avant l'entrée en vigueur du règlement d'amendement qu'on veut adopter ce soir. Celles-ci pourront continuer d'exister partout sur le territoire et dans leur forme actuelle. Par exemple, tantôt, je vous parlais de la zone HV, je vous disais qu'il fallait que ce soit dans une bifamiliale. Bien, s'il y en a une résidence de tourisme qui est dans une maison unifamiliale, puis qu'elle est conforme, puis qu'elle a son enregistrement auprès de la CITQ, elle va pouvoir continuer. Donc, mais elles devront se conformer à toutes les conditions de sécurité, salubrité et d'enregistrement auprès du gouvernement. Elles ont jusqu'à 3 mois après l'entrée en vigueur de l'amendement pour le faire. Donc, par contre, quand on dit les résidences de tourisme qui existaient avant l'entrée en vigueur, donc ça, c'est important parce que l'existence, c'est pas l'usage illégal. L'existence, c'est que ça nous prend une preuve. Il faut démontrer qu'avant l'effet de gel, quand on dit, bien, on adopte un règlement, puis on veut venir régir les résidences de tourisme, on avait quand même déjà des dispositions dans le règlement sur les résidences de tourisme. Comme je vous l'ai dit dès le début, la résidence de tourisme, dans le règlement actuel, elle était traitée comme usage complémentaire à l'usage habitation parce qu'il n'y avait pas encore de modification à la loi sur l'hébergement touristique, qui, lui, cette modification-là a eu lieu au mois de mars pour venir distinguer l'établissement de résidence de tourisme comme usage commercial. Mais toutes les résidences de tourisme qui existaient avant l'effet de gel, avant le moment où la municipalité a dit, bien là, on vient régir parce que la loi nous le permet, c'est le 4 avril 2022, c'est l'avis de motion. Et là, à ce moment-là, on devrait avoir eu, avant cette date-là, soit l'attestation obtenue de la CITQ, soit une preuve qu'une démarche formelle pour obtenir l'attestation de la CITQ a été entamée, ou encore une preuve qu'il y avait bel et bien une location qui s'effectuait dans cette résidence-là, ou encore une démarche de demande de permis auprès de la municipalité avec des preuves d'intention d'une location pour résidence de tourisme, pour un terrain non construit ou en cours de construction. C'est-à-dire,
j'ai acheté le terrain avant le 4 avril et j'avais l'intention et j'ai fait des démarches auprès de la municipalité pour aller chercher mon permis et je leur ai demandé, peux-tu me faire une résidence de tourisme? On m'a dit oui parce que, effectivement, avant le 22 avril, on n'avait pas d'avis de motion, on n'avait pas de projet de règlement, puis ce qui s'appliquait, c'était de dire c'est une résidence de tourisme comme usage complémentaire à l'habitation, sans plus de détails. Et c'est ce qui fait que ça lui donne un droit, puis que la municipalité dit, oui, on reconnaît toutes ces personnes-là qui sont de bonne foi et qui sont allées faire leur démarche et qui ont obtenu, qui avaient déjà leur CTQ, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que les résidences de tourisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit renouveler à chaque année. Puis à chaque année, on doit, quand on fait un renouvellement auprès de la CTQ envoie une correspondance à la municipalité pour dire, bon, voici, cet propriétaire-là veut renouveler sa résidence de tourisme. Est-ce qu'il est conforme à la réglementation? Donc, ça va être, oui, il est conforme à la réglementation parce qu'il existait avant le 4 avril et qu'entre-temps, jusqu'à 3 mois après l'entrée en vigueur, il s'est mis conforme, il est allé chercher son attestation, il est allé... il respecte les autres règles d'avertisseur de fumée, de sécurité incendie, etc. Puis, ou encore, il s'est construit comme il l'avait dit qu'il allait se construire, puis il exerce son usage, puis dans les délais prescrits au règlement. Fait que c'est ça la mécanique là, dans le règlement qui concerne les résidences de tourisme. Maintenant, je vais passer aux cantines mobiles. Une seule acétate là-dessus, c'est quand même assez simple. Alors, l'amendement 22-396 pour le sujet des cantines mobiles. Actuellement, le règlement de zonage permet les cantines mobiles uniquement celles qui sont installées sur une base saisonnière dans les zones CH7 et P01, moyennant l'obtention d'un permis de restaurateur ambulant. Alors, il y a une licence qui va chercher, qu'on a dans le règlement sur le colportage et les restaurateurs ambulants. Avec l'amendement, une cantine mobile va pouvoir être autorisée lorsqu'elle s'associe à un événement reconnu par le conseil municipal et à certaines conditions. Les conditions étant que lui aussi, il faut qu'il aille se chercher un permis de restaurateur ambulant et aussi un certificat d'autorisation. La cantine mobile doit être installée sur le lieu où se déroule l'événement et son emplacement doit être déterminé par l'organisateur de l'événement. Elle doit être implantée pour la même durée et à l'intérieur des mêmes dates que l'événement. Ensuite, on a l'usage agricole dans la zone V29. La zone V29, elle est au bout du chemin Périgny. C'est-tu Périgny? C'est autour du lac d'Alaire. OK. Puis c'est au bout du chemin Périgny, ça, je pense. Non? Non, okay. C'est vraiment au début. Alors, dans le secteur du Mont-Édouard. On peut la montrer. Je ne sais pas si ça vaut la peine. On peut la montrer, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent. Alors, l'agriculture était interdite et dans cette zone-là, on a décidé d'autoriser, là. Oui, c'est ça. L'agriculture est interdite, c'est sûr? Dans la zone de villégiature. Moi, je vois ça dans la zone de V29. C'est ça. L'agriculture n'était pas... En fait, c'est pas qu'elle... Elle n'était pas autorisée dans ces carrés-là. Puis, il se trouve un agriculteur qui est là depuis longue date. Et il faut savoir que d'une manière ou d'une autre, c'est un secteur là, qui est régi, qui est sur la zone agricole permanente. Alors, on le voit peut-être plus comme une erreur au moment de la révision des règlements qu'un oubli plutôt qu'une volonté de l'avoir interdit, parce que c'est quand même un usage qui est là depuis des années, si j'ai bien saisi. Là. Maintenant, pour ce qui concerne le règlement sur les permis et certificats, le règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats, le 22-397, eh bien, c'est complémentaire, finalement, à la modification au zonage sur les résidences de tourisme. Alors, l'amendement vient spécifier
que pour tout établissement d'hébergement touristique, incluant les résidences de tourisme, il est obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation et que l'usage soit dûment enregistré et renouvelé annuellement auprès du gouvernement du Québec selon les conditions prévues en vertu de la loi sur l'hébergement touristique. Donc, en réalité, on vient surtout spécifier là, la question de l'enregistrement et du renouvellement annuel, puisque, d'une manière ou d'une autre, tout usage secondaire, tout usage complémentaire, comme il l'était actuellement, un certificat d'autorisation était exigé. C'était obligé en vertu du règlement de zonage pour les usages complémentaires. Et voilà, c'est... Merci, Mme Simard. Donc, comme mentionné, on passerait tout de suite à la période de questions avant de faire l'adoption. Donc, si les gens ont des questions en relation avec la présentation qu'on vient d'avoir, on vous demande de vous présenter au micro avec votre nom. Il est supposé. Oui, ça marche. Oui. On l'a réparé. Oui, il est réparé. Benoît Robin-Lessard, 3 rue Côté. Nous, évidemment, on loue des chambres. On est conforme à la loi et tout ça. Mais ce qu'on voudrait actuellement, ce règlement-là ne nous affecte pas. Il peut y avoir dans le futur, il peut peut-être avoir d'autres modifications au règlement qui viendraient nous affecter et on aurait un droit acquis. Ce que je voudrais savoir, moi, ce droit acquis-là, est-ce qu'il est personnel ou est-ce qu'il est réel? Donc, s'il est personnel, 2 questions. S'il est personnel, est-ce qu'on peut le céder à la succession? Si, mettons, c'est mes enfants qui prennent la maison, est-ce qu'ils vont garder le droit? Et s'il est réel, est-ce qu'il est attaché à la bâtisse et au terrain? Et est-ce que quelqu'un qui l'achèterait continuerait l'usage? Conserverait ce droit-là? Il y a plusieurs aspects à votre question. Il y a 2 questions. Écoutez, moi, naturellement, j'ai pas toute l'information. Je sais pas si Julie peut nous répondre à cette question-là, parce que vous savez que dans les réglementations, des fois, ça fait plusieurs pages. J'ai pas le temps de toutes les lire. Donc, on va laisser la parole à notre experte qui va vous expliquer là, votre questionnement. Un droit acquis, ça s'attache à l'usage. Donc, si vous vendez et que vous êtes en opération, l'usage se poursuit. D'accord. Puis si c'est vos héritiers qui décident de poursuivre l'usage, ils vont pouvoir poursuivre l'usage. Qu'il y ait une vente ou que ce soit une succession, peu importe, ça s'attache à l'usage. D'accord. Ça répond à ma question. Merci. Oui. Oui, un petit complément. Juste peut-être un petit détail. Les propriétaires qui vont suivre, eux, de leur côté, doivent aussi s'assurer d'être conformes, d'aller chercher le CTQ. Et si l'usage cesse pendant une période de plus de 12 mois, là, à ce moment-là, il y a une perte de droit au niveau de l'usage. Donc, si vous vendez puis que le nouveau propriétaire, lui, décide, moi, je ne fais pas une résidence de touriste, c'est ma résidence principale, puis je reste là, s'il reste plus de 12 mois là sans faire de location de résidence de touriste, à ce moment-là, s'il perd son permis, puis là, s'il vient le renouveler, là, c'est la nouvelle réglementation. Donc, ce qui avait été voté avant ne fonctionnera plus par la suite. D'accord, c'était ma 3e question. Merci. Oui, pour une résidence... oui. Je parle pour le secteur du Lac-Simon. Pour une résidence principale où on a fait un logement où on a fait à un moment donné un logement pour touristes. Ça a commencé en 2018, 2019. Avec la COVID, on a tout arrêté. Puis... on n'avait pas le CITQ encore. Mais on n'a pas repris encore. Éventuellement, on va le faire. Alors, qu'est-ce qui advient avec... on peut faire notre demande de CITQ n'importe quand. Je peux le prendre? Oui. Pour les cas vraiment particuliers, là, avec vous, là, moi, je vais vous encourager à contacter le service d'urbanisme avec Valérie Gagné qui est ici.
Puis nous, dans le fond, toutes les personnes là, qui ont, qui sont entre deux, bon, est-ce qu'il y avait l'utilisation, est-ce qu'il ne l'avait pas? Nous, on a l'interprétation là, au niveau de la réglementation. Moi, je regarde ça avec Valérie. Par la suite, on a un petit comité d'urbanisme qui est en place. Donc, on analyse ces questions-là. Quand c'est litigieux, on le monte au niveau du conseil municipal. Puis après ça, on vous arrive avec la conclusion et pour quelles raisons est-ce que oui, on vous le permettrait ou non, on vous le permettrait pas. Mais il y a plusieurs personnes qui ont des situations particulières. C'est certain qu'on serait mal à l'aise de vous répondre là parce que il faut creuser davantage là, votre situation. Donc, je vous invite à contacter Valérie, puis elle va vous dire un petit peu là, c'est quoi les informations qu'on a besoin. Puis on va traiter votre dossier par la suite, puis on vous arrive avec une réponse. C'est bien. Merci. Parce qu'on est autour du lac Simon. Le lac Simon, c'était zoné touristique, agricole. Ouais, le lac Simon. Déstructuré, hydro-déstructuré. Oui, oui. Ben, merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, le maire. Bonjour. Le conseiller André Simard. Je suis le nouveau propriétaire du 9 des Coteaux. On a fait l'acquisition, ma conjointe et moi, d'une résidence qui a toujours été dans la famille. C'est la 5e génération de propriétaires dans cette résidence-là. C'est une résidence ancestrale qui a été construite en 1908. Quand on a fait l'acquisition l'automne dernier, on se posait la question à savoir si on ferait peut-être la location touristique quand nous, on ne peut pas venir. Il y a des périodes de l'année où on est moins attiré par le secteur, pas parce que c'est pas beau, l'Anse-Saint-Jean. Là. On prévoit un retour là, plus à moyen terme qu'à court terme. Quand j'ai regardé votre projet de règlement, quand j'ai vu, je suis venu puis on m'a dit depuis le 4 avril, tu ne peux plus rien faire dans la zone où tu es. C'est impossible, c'est gelé. J'ai regardé votre règlement. J'avais demandé, quand j'ai fait l'acquisition l'automne dernier, j'ai demandé au service d'urbanisme, verbalement, je n'ai pas de preuve papier de ça. J'ai demandé, est-ce que je peux avoir un permis de location touristique pour cette résidence-là? Est-ce que la zone me le permet? On m'a dit oui, la zone le permet, c'est possible, à condition que vous respectiez les règles de la CITQ. Là. Je connais les règles assez bien. Je suis en développement économique dans la région de Charlevoix depuis 20 ans, donc des règlements de CITQ, ces choses-là, on en a eu beaucoup. Là, si je regarde la zone H10, moi c'est H19, là, c'est sur le plan, là, c'est ça, H19? Ou 18, parce que sur le plan, on voit mal, là, puis j'ai grossi mon ordinateur, je n'ai pas été capable là, de zoomer assez. Là. H10? H10, OK. Parce que dans votre projet de règlement, vous parliez de la zone H19, là, puis H20, puis H21, fait que je pensais que c'était H19. Mais moi, si je comprends bien, dans cette zone-là, présentement, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Puis, non. Puis il n'y a pas moyen là, de... Je veux dire, moi, j'ai fait une demande à CITQ. Après le 4 avril, parce que je ne savais pas qu'au 4 avril, il y avait une date. Là, ma demande a été faite là, dans le courant du mois de mai à la CITQ. Je pense qu'ils l'ont acheminé au service d'urbanisme. C'est ce que j'ai eu sur mon retour. On peut-tu vous faire des propositions? Vous êtes en consultation publique là-dessus? Bien, comme on a mentionné tout à l'heure au monsieur et à la madame, on vous invite à communiquer avec Valérie pour justement regarder votre situation puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire parce que ce soir, on ne veut pas régler le cas de chaque personne, là, mais on vous invite à communiquer justement avec Valérie puis ça va être regardé là, avec le comité d'urbanisme et ils vont regarder ça avec vous, ça c'est sûr et certain. Mais vous comprendrez que c'est pas rassurant, là, un coup que le règlement est passé, d'aller essayer de voir compte. Là. C'est que, tu sais, je pense que, tu sais, si vous accepteriez d'amender votre règlement, puis il y a des municipalités où ça se déroule présentement, puis ils acceptent des propositions des gens, où ils les regardent. La proposition que je voudrais vous faire, puis vous la rejetterez, vous la prendrez pas, c'est pas plus grave que ça. Je pense que c'est dans une consultation publique, c'est fait pour ça habituellement. Là. C'est assez longtemps que je cours les assemblées municipales pour savoir ça. Dans ces zones-là d'exclusion, si vous disiez, puis j'ai fait un peu d'exercice, les résidences de tourisme, ça date depuis plusieurs années, puis ça a été fondé par les Airbnb. À l'époque, c'était des maisons ancestrales qui étaient utilisées pour ça, puis les maisons fermes. Il y avait comme c'est beaucoup les Européens qui nous ont amenés à ça, nous, au Québec. Si vous regardiez à quelque part en disant une maison ancestrale qui a 100 ou 110 ans, qui a été déjà construite,
on amende le règlement, puis on dit une résidence qui a 110 ans d'ancienneté, bien, pourrait l'être. Je n'ai pas rien écrit, là, mais je vous suggère de le regarder et de voir. Puis il n'y en a pas beaucoup. J'ai été dans votre matrice graphique, j'ai regardé les résidences qui datent d'au-delà de 100 ans. Il y en a beaucoup qui ont déjà des permis. C'est ce que j'ai constaté en faisant le tour quand je suis venu il y a 2 fins de semaine. Puis une autre suggestion, c'est que oui, il y a beaucoup de permis, mais avez-vous pensé à, peut-être pour les gens qui n'en ont pas, qui désiraient en avoir un plus tard, d'avoir une liste d'attente, quelqu'un qui se désiste de son permis? Ça vient créer une ouverture, un permis. Je vais vous donner l'exemple de la ville de Baie-Saint-Paul, où il y en a un top in barge, là, des 350. Ils sont en train de vérifier leur règlement, puis je parlais avec le maire en fin de semaine dernière, puis il me disait qu'eux autres, ils regardent pour mettre une liste d'attente. Puis je pense que même aux Îles-de-la-Madeleine, ils l'ont regardé là, pour... quand il y a quelqu'un qui se désiste de son permis, s'il arrive un nouveau, bien, que ce ne soit pas le gars qui va aller au conseil. Mettons, quelqu'un attend depuis 4 ans, mais il va y avoir préséance sur la personne qui décide de se construire en dedans de... OK. C'est peut-être 2 suggestions. Puis écoutez, nous, c'est évident qu'on a intérêt à revenir comme citoyen de l'Anse-Saint-Jean à moyen terme. Mais en attendant, on voudrait peut-être profiter de ça pour faire profiter à des touristes ou à des villégiateurs qui voudraient venir dans la région d'une résidence de plus. Merci de votre écoute. Merci. On prend en considération vos suggestions, M. Simard. D'autres questions? Oui? Oui, bonsoir à tout le monde. D'abord, merci à Mme Simard pour la Votre nom, monsieur? Oui, excusez, Denis Latulippe, rue de l'Hermine, ici à Lens. Donc, merci à Mme Simard pour la qualité de la présentation. Aussi et surtout, merci au conseil municipal, à M. le maire pour l'initiative d'amender le règlement pour gérer cette situation-là qui, je pense, a pris de l'expansion. Puis je pense que le moment est bien choisi là, pour mieux encadrer les pratiques. Moi, ma question, c'est sur les droits acquis. Puis, il y avait différents critères. Hein. Il y en a un, juste pour vérifier ma compréhension. Une personne qui a acheté un terrain, il n'est pas encore construit, puis qui dit, bien, quand j'ai acheté le terrain, j'avais l'intention de... je crois comprendre qu'il y a un droit de 3 mois. S'il ne fait rien sur un délai de 3 mois, il perd son droit. Est-ce que c'est bien fait? En fait, la question du terrain, c'est une démarche qui a été faite, par contre, avant le 4 avril. Le 4 avril, c'est ça. Et il y a une demande de permis qui avait été faite. OK. Donc, c'est pas juste l'intention. Non, il y a une demande de permis qui avait été faite auprès de la municipalité pour se construire et faire la résidence de tourisme. C'est qu'en fait, là, au niveau de la loi sur l'urbanisme, là, dans le fond, quand on passe un avis de motion, si un citoyen a fait une demande substantielle à la municipalité avant l'avis de motion, là, à ce moment-là, on peut appliquer les anciennes règles pour ce citoyen-là. Cependant, quand on parle de résidence de tourisme, on parle d'usage. Donc, il faut que la personne ait voulu faire un usage de résidence de tourisme. Donc, si une personne n'avait pas fait de démarche pour déposer des plans pour la construction et de demander son permis, ben, il ne pourra pas en bénéficier. La raison étant que on peut pas lui donner de régulariser un usage de résidence de tourisme quand la personne n'avait pas de résidence de tourisme et n'avait pas entamé des démarches substantielles pour venir le construire. Parce que sinon, on se retrouverait, par exemple, avec des terrains vacants qu'un propriétaire pourrait traîner 1 an, 2 ans, 3 ans, puis sans nécessairement là, demander de permis de construction. Puis d'un autre côté, ça pourrait mettre des gens davantage dans l'embarras où est-ce que, si on dit à une personne, ben là, tu as jusqu'à la fin octobre, début novembre, là, qui devrait être à peu près le moment, 3 mois après l'entrée en vigueur, là, si le processus suit son cours. Puis là, on demande à une personne, ben dépêche-toi de te construire, puis fais tes plans d'architecte. Puis là, la personne, elle tombe pas dans le délai pour une question de quelques semaines, puis là, il a investi des grosses sommes, puis il n'a pas été capable. Fait qu'à ce moment-là, il y a aussi une question de respect du citoyen, puis de ne pas les envoyer, puis les lancer dans un processus où est-ce que, vraisemblablement, puis avec la difficulté de trouver des entrepreneurs, là, ça pourrait être difficile pour eux là, d'être capables de faire ça rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, puis je trouve qu'il y a un bel équilibre dans votre démarche.
En fait, ma question, c'est plus dans le sens de ne pas donner un droit acquis à toute personne qui a un terrain, puis qui, dans son fort intérieur, se disait qu'il construirait un jour. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça finisse aussi. Donc, c'était dans cet esprit. Il faut vraiment avoir une démarche substantielle. Puis quand on parle de démarche substantielle, c'est pas juste avoir appelé à la municipalité pour avoir demandé des informations. On veut vraiment dire, est-ce qu'il y a eu des plans et devis, des plans d'implantation qui ont été déposés à la municipalité? On voit vraiment qu'il y avait une intention, où on a reçu la demande de permis, où on l'a reçu dans les quelques jours suivant le 4 avril pour vraiment constater qu'il y a eu un processus. Puis c'est vraiment pour la construction de l'édifice. Là, à ce moment-là, ça va être considéré. Mais si la personne a juste acheté un terrain, on a eu une situation d'ailleurs d'un citoyen qui nous a contacté là-dessus. La personne a posé des questions l'année passée pour savoir, je penserais me construire sur mon terrain. La personne fait à peu près 8-9 ans qu'elle a son terrain. Posé des questions en avril 2021. On n'a pas eu de nouvelles de cette personne-là depuis avril 2021. Et là, la personne nous contacte à la fin avril 2022 pour nous dire, hey, là, moi, je vais-tu avoir un droit acquis? J'ai posé des questions l'année passée. Malheureusement, tu sais, on n'avait pas une demande substantielle de construction. Parfait, tout à fait d'accord. Dernier point, c'est peut-être une suggestion conditionnelle, c'est-à-dire si on allait de l'avant avec la proposition de monsieur pour les cessions de droit, là, je pense que ça ne devrait pas se faire à l'insu des gens qui terminent leurs activités, que leurs droits puissent être cédés automatiquement. Je pense qu'ils devraient avoir un droit à savoir si eux consentent à ce que leurs droits soient cédés. Toujours dans l'hypothèse qu'on irait de l'avant avec un amendement. En fait, c'est que ces droits-là sont rattachés au terrain et à la résidence et non pas au propriétaire. Donc, le propriétaire qui a son droit ne peut pas le céder à quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il est attaché au terrain par bâtisse. Oui, ça va. Mais c'est juste si on se donnait comme un quantum de droits à l'ance, puis quand des gens cessent, d'autres peuvent les reprendre, comme le monsieur a proposé. Si ça se fait, je pense que les gens qui l'ont devraient pouvoir consentir ou refuser que leur droit soit cédé à une autre personne. Je comprends. Merci, M. Latulippe. Oui. Bonsoir. Denis Simard. Oui. Simon. La plupart des gens connaissent, je pense, la sucrerie Coronne Martel. Lui, il avait construit des petits chalets, justement, pour faire de la location. Puis, on est dans la zone rouge, là, dans la zone brune ou rouge. Oui. Fait que c'est considéré comme un droit acquis, ça, vu que lui, il avait fait des petits chalets, justement, pour louer ces chalets-là. Ça fait partie de la zone déstructurée? Oui, ça fait partie de l'îlot déstructuré, mais là, ça va dépendre de la situation de chacun des chalets puis de chacun des propriétaires, ce qu'ils ont fait avec ces chalets-là. C'est ça, moi, je loue depuis 3 ans. Là, puis, est-ce qu'ils ont fait les usages? Est-ce qu'ils n'ont pas fait les usages? Donc, tu sais, on ne peut pas se prononcer sur l'ensemble des chalets. Ça va être chacun des propriétaires qui devra venir nous contacter. Puis on va regarder la situation de chacun des propriétaires. S'il y a une personne qui a acheté un chalet puis que c'était sa résidence principale puis qui n'a jamais loué, lui, il ne pourra pas demander un droit acquis dans le secteur. Si une personne est capable de démontrer qu'il a fait de la location, lui, il va pouvoir rentrer dans le processus, puis on va l'analyser pour voir est-ce qu'on peut lui donner le droit ou pas. Mais ça va vraiment être par personne, là, donc on ne peut pas nécessairement se prononcer sur l'ensemble. OK, ça répond à ma question. Merci. Bonjour. Hermine, mon nom est Marie-Christine Paré. Je voulais savoir, quand on regarde sur Airbnb, ça, c'est hallucinant, le nombre de maisons de tourisme ou de gîtes, puis tout ça à l'Anse-Saint-Jean, là, on déroule, là, puis il y en a. Puis pour avoir eu une maison de tourisme pendant quelques années, puis affiliée à la CITQ, on savait qu'il fallait afficher notre panonceau. Mais quand on se promène dans le village ou un peu à l'extérieur du village, les panonceaux sont rares. Ça n'existe plus, presque plus les panonceaux. Le gouvernement a décidé de les retirer. C'est l'enregistrement. C'est l'enregistrement avec un numéro. Oui, mais puis, comment on peut savoir? Est-ce que c'est la responsabilité de la CITQ de vérifier que les gens sont bel et bien inscrits? Bien, la CITQ, quand quelqu'un qui passe dans le village de temps en temps. Nous autres, on faisait évaluer notre maison. Aux 2 ans, on avait un évaluateur. Oui, maintenant, oui. Mais là, anciennement, oui. Ça encore, ça? J'ai l'impression qu'il y en a. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'inspection aux 2 ans. Tu me corrigeras. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là, qui louent on the side. Là,
la chambre à coucher, la deuxième chambre qui ne sert plus parce que le garçon est parti, puis le cabanon en arrière, ils ont mis du chauffage, puis envoyez donc, tu sais. Parce qu'on entend parler du monde qui viennent à l'Anse-Saint-Jean, puis « Ah, moi, je suis restée à telle place, telle place. » Ah, ouais. T'es resté où, là, tu sais? Ah, bon, il m'a prêté une chambre, là, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, on dit, ça, c'est pas les gens qui vont faire vivre le village, tu sais. Ils vont aller chez Amiro, puis ils vont à la boulangerie pendant 2 semaines, mais, tu sais, après ça, là, tu sais, moi, j'ai peur qu'on devienne envahi. C'est ça ma crainte. D'ailleurs, c'est ça le but de passer une réglementation, puis on n'est pas les seuls, là, toutes les municipalités le font. Puis concernant la CITQ, effectivement, le gouvernement a décidé de faire des changements via la loi 67 au niveau de l'hébergement touristique. Et effectivement, il n'y a plus de visites aux 2 ans là, dans les gîtes, puis les panonceaux n'existeront plus. Comme le contrôle a comme été... Par contre, les gens doivent se procurer un numéro. Il y a un numéro qui doit apparaître soit dans l'annonce ou peu importe, sur n'importe quelle plateforme. Et nous, la nouveauté aussi qu'on va avoir à la municipalité, c'est maintenant, on va émettre un certificat ou un permis. Et naturellement, quand les gens font une demande à la CITQ, ben ils communiquent avec la municipalité. Mais avec ces 2 outils-là, on va être en mesure parce que nous autres ici, on fait des recherches sur les plateformes pour voir s'il y a un petit numéro qui apparaît. Puis, mais j'ai l'impression là, que quand tu regardes les locations pour l'Anse-Saint-Jean, c'est... Oui. Absolument. Une population de 15 000. C'est comme si tout le monde a quelque chose à louer. Oui. Je sais pas. Oui, Jonathan voulait rajouter. Il y a comme une maison qui a été vendue dans notre secteur il n'y a pas longtemps, là, tu sais. Il y a 1 mois à peu près. Puis la semaine d'après, elle est déjà annoncée sur Airbnb. Bon, c'est le 4 avril, ça, j'en doute. Je pense qu'elle n'était même pas à vendre, le 4 avril. Tu sais. Oui, il l'a acheté avant le 4 avril. On connaît le dossier. Oui, il nous a passé dans les mains. Au niveau de votre questionnement là, sur les vérifications, là, comme M. le maire le disait, là, maintenant, avec l'amendement qu'on a aussi au niveau des permis et certificats, maintenant, la municipalité va émettre des permis. Ce qui va faire en sorte que chaque résidence de touristes va avoir son permis dans notre système. Fait que pour nous, ça devient excessivement facile de faire une vérification rapide. On va sur les sites, par exemple, où est-ce que les gens s'annoncent. On regarde les adresses. Telle adresse, y a-tu son permis? Telle adresse, y a-tu son permis avec son CITQ actif? Clac, 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 clac. Puis là, maintenant, on est tous capables de voir ceux-là qui ne l'ont pas. Tu génères un rapport, tu envoies ça à Revenu Québec. Puis après ça, les autres, ils se font, ils vont se faire regarder. Fait que nous autres, on a l'information excessivement rapidement. Fait que, ça va nous permettre d'être beaucoup plus proactifs. Puis on peut s'en sortir en dedans d'une journée, là, faire cet exercice-là 1 fois par année. Tandis qu'avant, on n'avait pas les copies des permis de CITQ, on avait juste des lettres de demande. Fait que là, c'était pas annexé nécessairement au dossier des résidences. Fait que là, c'était beaucoup plus difficile d'être capable de faire un suivi puis de dire, est-ce que la personne s'est vraiment enregistrée ou pas. Là, c'est rassurant là, de voir qu'il va y avoir un suivi parce que c'est un peu épeurant. Merci. Merci. Donc, d'autres questions? Non, ça pourrait aller. Autour de la table du conseil, est-ce qu'il y avait des conseillers qui auraient eu des points à rajouter ou est-ce qu'on est prêt à passer à l'adoption du 2e projet de règlement? Oui, on serait d'accord. Donc, on serait rendu, si vous me permettez, au point 3.2, qui est l'adoption du 2e projet de règlement, numéro 22-396, modifiant le règlement de zonage 19-353, relativement aux résidences de tourisme, aux cantines mobiles et autres objets. Donc, un proposeur pour... Juste avant. Oui. Excuse. Juste faire une petite précision. Là, on a une modification entre le premier et le 2e projet de règlement. C'est que dans le fond, dans le premier projet de règlement, on disait 2 mois après l'entrée en vigueur, qui était le délai de tolérance. Cependant, là, on est allé à 3 mois, donc on a rajouté là, 1 mois supplémentaire. Donc, c'est la différence entre le premier et le 2e projet. Donc, dans notre 2e projet, le délai de 3 mois après l'entrée en vigueur. Encore une fois, ça devrait nous amener, si tout le processus est bien suivi, puis si, les personnes habiles à voter acceptent, aux alentours, là, fin octobre, début novembre, à peu près, là, sur le degré de tolérance. Merci pour la précision. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter l'adoption du 2e projet de règlement proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de...
Je seconde. Monsieur Daniel Boudreau, quels sont ceux qui sont pour? Donc, adopté à l'unanimité, merci. 3.3, adoption du deuxième projet de règlement 22-397, modifiant le règlement sur les permis et certificats, numéro 19-356, relativement à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une résidence de tourisme. Donc, une proposition pour adopter le deuxième projet de règlement spécifié précédemment, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? D'accord, merci. Adopté à l'unanimité. Période de questions, c'est fait. Donc, on serait rendu à la fermeture de la séance. Donc, ça me prendra une proposition pour la fermeture de la séance proposée par M. Daniel Corbeil. Donc, merci à tous. On vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine.